Merci de nous accueillir à la MJC Prévert d'Aix. Oui, voilà, donc c'est un sujet qui me turlupinait depuis longtemps. Je n'en suis pas une spécialiste, mais vraiment, je m'y suis plongée avec passion, en me rendant compte, en fait, aussi à quel point le sujet peut avoir des résonances actuelles. Et j'espère que vous rendrez compte aussi à quel point ce sont des artistes qui sont très peu connus en France et qui méritent vraiment d'être révélés et qu'on s'attache aussi un petit peu non seulement à leurs œuvres, mais aussi à leur vie, à leur parcours, à leurs convictions. Donc c'était évidemment à propos de l'exposition du Centre Pompidou à Paris, que je suis allée voir avec... je n'ai pas l'habitude de me déplacer uniquement pour une exposition, mais c'était le cas, qui était extrêmement riche, qui en fait embrassait divers aspects, c'est-à-dire aussi, par exemple, le cinéma, la mise en scène d'opéra, la typographie, des choses comme ça. Moi, je vais me contenter de parler de peinture et de photographie, les deux étant très souvent en dialogue. Et puis aussi de prendre un petit peu de recul sur cet intérêt qu'on a pour la République de Weimar qui se développe depuis quelques années et qui est un phénomène qui n'est pas seulement français, mais qui est vraiment plus qu'européen, puisque l'exposition de Beaubourg, par exemple, eh bien, elle doit partir aux États-Unis et que voilà, on a une exposition en Italie, vous allez le voir aussi, qui a été montée avec le musée de Los Angeles, le LACMA. Voilà, je vais demander la première. Voilà, donc actualité et curiosité à l'égard de ces arts sous la République de Weimar. Donc il faut rappeler que dans les temps héroïques des débuts du Centre Pompidou, à l'époque où c'était Pontus-Hulten qui était directeur et qui avait vraiment des grandes ambitions d'en faire un centre culturel au sens le plus complet du terme, il y avait eu 3 expositions, Paris-Moscou, Paris-Berlin et puis Paris-Paris, en fait, pour montrer toutes les facettes durant le 19e siècle des arts et de la création artistique, mais aussi du design, de l'architecture. Donc Paris-Berlin 1900-1933, ça a été une magnifique collaboration scientifique franco-allemande avec beaucoup de textes, c'est un catalogue énorme et avec énormément de réflexions historiques et sociologiques. Et ce qui est intéressant, c'est seulement dans la décennie 1970 que l'intérêt pour la République de Weimar est apparu. La première exposition, vous voyez, très pionnière et plus modeste, en 1974. Elle était organisée par les musées de Saint-Étienne et de Chambéry et elle portait sur les réalismes en Allemagne. Et en fait, ça montre bien que c'était parmi les premières entorses à ce véritable tabou qui était de s'intéresser à l'art réaliste. Il faut savoir en fait que par rapport à tout ce qui était dans le bloc soviétique, où il y avait beaucoup de peintures de propagande, l'Occident a opté en fait pour des formes d'art qui étaient plus novatrices peut-être, mais aussi plus aseptisées. Et ce qui les rassurait beaucoup, c'était l'art abstrait, parce qu'évidemment, l'art abstrait ne porte pas de message politique direct. Et donc, c'était finalement une forme d'art un petit peu coupée de la réalité sociale, dépolitisée, qui arrangeait bien les choses, qui en fait permettait de se présenter comme moderne, comme extrêmement libre, sans aucune censure, alors qu'effectivement le stalinisme commençait à persécuter un peu les artistes, mais finalement qui a entraîné une très grande dépolitisation de l'art pendant des décennies. Alors, il y a eu ensuite donc cette exposition de la nouvelle objectivité en Italie, vous voyez, et qui a eu lieu à Venise, au musée Correr, et donc co-organisée avec le Los Angeles County Museum donc, en Californie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a été conçu de façon à comment dire, répondre aux habitudes culturelles, je dirais, de la bourgeoisie italienne. Alors, il y avait une introduction sur, effectivement, quand même, les aspects sociaux dans la nouvelle démocratie de la République de Weimar, mais ensuite, on passe tout de suite à des notions qui sont très traditionnelles, par exemple, comment représenter les paysages,
le portrait, avec les changements qu'il y a, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la singularité des individus dans cette peinture, on s'intéresse à des types socio-professionnels, mais ça avait déjà existé dans la peinture de la Renaissance. Ensuite, l'intérêt pour l'homme et la machine, ce qui évidemment réveille aussi des souvenirs dans la mentalité des Italiens, puisqu'ils ont connu ce mouvement qu'on appelait le futurisme, qui était donc une exaltation de la vitesse de la machine, des usines, des locomotives, des voitures lancées à toute allure, etc. Donc quelque chose qui leur parlait. Et puis enfin, la nature morte, qui est aussi quelque chose qui a été développé dans l'entre-deux-guerres en Italie. Voilà, donc une présentation finalement qui ne choquait pas tellement les habitudes de consommation culturelle. En 2018-2019, c'est à la Tate Modern à Londres qu'il y a eu une exposition sous le titre alternatif de réalisme magique. Ce n'est pas une invention, c'est aussi finalement Franz Roh, qui était un théoricien de l'art qui en 1925 a qualifié la peinture de la République de Weimar de réalisme magique. Bon, c'était assez réducteur, mais là aussi, vous voyez, ça donne l'impression que vous allez voir une belle exposition, que vous allez en fait avoir une satisfaction esthétique. Et de plus, c'est cette espèce de dérive qu'on a actuellement de faire des expositions avec les ressources des collectionneurs privés. Alors ça devient en France maintenant une exposition sur deux, c'est d'exhiber ce qu'ont acquis des collectionneurs privés. Et donc on a mis l'accent également un peu plus sur les aspects formels et stylistiques plutôt que sur les réalités historiques et sociales. Alors l'exposition de Beaubourg, c'est une exposition qui, par rapport à celle qui avait eu lieu dans les années 70, va resserrer la focale chronologiquement, donc surtout sur la décennie 1920-1930, avec quelques petits débordements, mais très peu, qui va exclure donc le mouvement le plus contestataire, le plus radical, qui est le mouvement Dada, qui s'est manifesté à Munich, mais aussi à Zurich. Les productions artistiques liées aux mouvements sociaux révolutionnaires de 1918-1920 sont également hors sujet, éliminées, hors période. Et très marginalement, on a évoqué le Bauhaus, donc cette institution qui d'abord s'est tenue à Weimar, qui ensuite a été obligée de se déplacer à Dessau, et qui en fait a révolutionné complètement l'enseignement des arts et de l'architecture en rapprochant donc les arts de ce qui est la production d'objets, pouvant être ensuite des objets industriels, donc du design, si vous voulez, des arts appliqués, comme on dit. Donc c'était quelque chose d'extrêmement important. Et puis, au lieu de partir des pratiques académiques habituelles, eh bien, vous aviez un cours sur la forme qui était enseigné par Paul Klee, un cours sur la couleur qui était enseigné par Johannes Itten, donc des personnalités très novatrices et qui prenaient les choses, en fait, vraiment à partir des éléments premiers de l'art. Donc là encore, une collaboration scientifique franco-allemande. Les textes sont écrits surtout par des spécialistes allemands. Ils sont évidemment de très grande qualité. Ils apprennent beaucoup. Et l'idée, c'était, dans la scénographie d'exposition, de mettre en parallèle les œuvres du photographe August Sander, qui a fait déjà l'objet d'expositions monographiques. Il est vraiment de plus en plus un photographe qui plaît, qui intéresse justement comme témoin d'une époque, et puis de le mettre en rapport avec donc les peintres. L'exposition donc ira au Danemark, au musée de Louisiana, qui est un très beau musée avec un parc de sculptures. Donc, étudier les arts sous la République de Weimar, c'est un cas d'école exemplaire quand on veut réfléchir non seulement rétrospectivement, historiquement, mais aussi, je dirais, programmatiquement sur ce que peut être finalement la place d'un créateur dans une société. La production, ses conditions, la réalité sociale, économique et politique qui l'entoure, à un moment où justement nous avons des artistes qui sont extrêmement précaires, où il y a vraiment, à côté de quelques vedettes, de quelques artistes montés en épingle dans les grandes collections spéculatives, on a énormément de créateurs qui finalement n'arrivent pas du tout à trouver leur place dans la société.
Et la question était vraiment cruciale durant la République de Weimar. Elle donnait lieu à des débats assez enflammés, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est une sphère à part? Est-ce qu'il faut collaborer avec les industries, quitte à renier certaines choses qui feraient un peu la singularité de l'artiste? Donc voilà, cette notion de Gebrauch, l'utilité du créateur dans la société, c'est quelque chose qui est posé notamment voilà, par Bertolt Brecht. Bertolt Brecht qui s'est emparé finalement de la nouveauté de la radio pour faire des pièces radiophoniques, et d'Erwin Piscator également, qui voulait décloisonner comme Brecht finalement la représentation théâtrale, faire qu'il n'y ait pas d'un côté des spectateurs, de l'autre côté des acteurs, mais que tout le monde soit impliqué et que tout cela soit évidemment lié à des problématiques contemporaines. Donc les années 1919-1930, évidemment, c'est une réalité très instable. La jeune République est face à des crises, des tensions considérables, d'abord profondément marquées par le traumatisme de la Première Guerre mondiale, l'énormité des pertes humaines, ça je ne vous apprendrai rien, des souffrances aussi, et puis donc deuxième déception terrible pour pas mal d'artistes, c'est la répression des mouvements sociaux inspirés de la révolution russe par l'écrasement des Spartakistes, l'assassinat de Liebknecht et de Rosa Luxembourg, et donc de la République bavaroise des conseils. Or, un bon nombre d'artistes, en fait, avaient adhéré à ces conseils, en ont fait partie, et un certain nombre faisaient partie du Parti communiste allemand. Donc également ensuite l'inflation, le chômage considérable, l'affrontement des idéologies, un socialisme qui essaye d'être un peu dans l'entre-deux, un libéralisme qui est extrêmement admiratif des succès de l'Amérique et qui lit les ouvrages de Taylor et de Henry Ford avec vraiment beaucoup de passion. En même temps, les nostalgies impériales, l'essor des mythes de la race germanique, hein, qui sont quand même toujours présents. Alors, j'ai commencé par une première thématique, donc la représentation des chômeurs, qui est en fait une thématique complètement nouvelle, qu'on n'avait jamais vue dans l'art. Et il faut comprendre donc un chômage qui passe de 3 millions de personnes en 1930 à plus de 6 millions en 1932, et 14 millions si on inclut maintenant, avec des statistiques un peu plus affinées, ce qui est le chômage partiel, c'est-à-dire voilà, des gens qui peinent vraiment à vivre. Voilà, donc Otto Griebel est un de ces artistes. Après la Première Guerre, donc il fait partie d'un conseil révolutionnaire, il adhère au Parti communiste et il est arrêté en 1933 par la Gestapo et ses œuvres sont condamnées. Vous allez voir que c'est extrêmement fréquent. Hans Hamish, donc ouvrier de chantier naval au chômage, c'est quelqu'un qui a fait partie d'un groupe d'artistes. C'est très important aussi de voir que les créateurs ne sont pas isolés, en fait. Ils n'ont pas fait des manifestes, des déclarations esthétiques, mais ils ont eu besoin d'échanger et donc on a vraiment très souvent des groupes qui se sont constitués, avec cette particularité de l'Allemagne, bien sûr, que c'est un État fédéral. Donc au lieu d'avoir en fait quelque chose de très centralisé comme en France, eh bien, il y a énormément de villes qui ont eu des attitudes variées. Alors c'est Cologne, c'est Dresde, c'est Berlin, mais c'est aussi Munich. Et donc ça permettait finalement à un certain nombre de directeurs de musées qui étaient assez audacieux d'acquérir des œuvres, de faire des expositions, de prendre des risques, comme on dirait, en achetant des œuvres qui étaient quand même, voilà, qui bousculaient un petit peu les habitudes. Voilà. August Sender, donc c'est ce photographe qui donc est particulièrement apprécié justement par son témoignage sur la société allemande. Fils de mineur, il travaille d'abord comme garçon de terril et puis finalement il est intrigué par le photographe de la société d'exploitation minière qu'il prend sous sa protection, qui en fait son assistant. Il va compléter sa formation, alors que évidemment c'est une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, durant son service militaire, où il arrive donc à être intégré dans un service photographique pendant la guerre. Et puis ensuite, eh bien, il va passer 2 années à parcourir les régions allemandes, à s'imprégner finalement de ce pays extrêmement varié.
En 1910, donc, il ouvre un atelier photographique à Cologne et c'est ainsi qu'il va être en contact avec ce groupe d'artistes qui s'appellent eux-mêmes les progressistes de Cologne, dont il a fait de nombreux portraits. Et il va commencer donc dans les années 20 une grande œuvre documentaire, Les hommes du XXe siècle, qu'il voulait classer par catégorie. Et le premier volume paraît donc en 1929, hein, c'est Visages du temps. Donc un portfolio qui avait été imprimé à un certain nombre d'exemplaires. Ils ont été saisis et détruits donc très vite après la prise en 1936. Et sentant le vent tourner, d'autant plus que son fils, qui faisait partie du Parti socialiste ouvrier, a été arrêté, il a été emprisonné, il est mort en prison, donc il savait très bien ce qu'il risquait. Il a mis en sécurité pendant la Deuxième Guerre mondiale tous ses négatifs dans un village. Et donc ça a permis non seulement d'éviter la censure, mais également les bombardements qui ont détruit le studio, enfin les murs du studio en 1944. Et c'est ainsi que finalement, depuis plusieurs décennies, on reconstitue, à partir de clichés qui ont pu être vendus et qui étaient dispersés, toute l'œuvre d'August Sander et qui est évidemment extrêmement importante. Alors vous voyez, donc il lui aussi traite évidemment de ce thème du chômage, puisqu'il pouvait l'observer clairement dans la rue. Deuxième thématique, donc les réactions très fortes et très contradictoires, très diverses à la participation au combat de 1914-1918. Prenons le cas d'Otto Dix, par exemple, qui travaille encore dans le style assez expressionniste dans cette décennie. Fils de mineur, donc il obtient une bourse pour étudier à l'école d'art appliqué de Dresde. Il est mobilisé et il va donc combattre sur les fronts de Champagne, de la Somme et en Russie, donc vraiment des combats extrêmement sanglants et en pertes humaines considérables. Il est plusieurs fois blessé et en 1919, donc, il reprend ses études artistiques à Düsseldorf. Il va enseigner dans cette même ville donc 8 ans plus tard et il est évidemment un des premiers enseignants à être renvoyé car considéré comme un bolchevique de la culture, menacé de prison, de camp d'internement. Donc il va faire un des choix qui ont été ceux de certains artistes, c'est-à-dire l'émigration intérieure. Ça veut dire en fait se retirer complètement de la vie urbaine, surtout des grandes métropoles, et se réfugier dans un village où il peint des paysages qui évidemment ne risquent pas du tout de censure. Donc c'était évidemment un renoncement important. Otto Dix donc avait publié en 1924 la danse de la mort, Totendance 17, donc cet album Der Krieg qui est un album extrêmement fascinant, et il a témoigné lui-même, il a écrit en fait à partir de quoi, à partir de quelle émotion il a réalisé ce portfolio. Le fait est que, étant jeune, on ne se rend absolument pas compte que l'on est malgré tout profondément marqué. Car pendant des années, pendant 10 ans au moins, j'ai rêvé que je devais ramper à travers des maisons en ruine, à travers des couloirs où je pouvais à peine passer. Les ruines étaient toujours présentes dans mes rêves. Donc vous voyez ces gravures qui sont d'abord extraordinaires de nouveautés techniques et puis évidemment quelque chose de terrifiant. De même que ça, ces soldats avançant au milieu des gaz qui montrent la déshumanisation complète et puis finalement la vulnérabilité terrible de ces soldats dans les tranchées. Donc ces expériences, comme je disais, sont très opposées. On a du traumatisme de l'absurdité des massacres. Et puis, en même temps, on a aussi, chez certains, une espèce de volonté de revanche nationaliste pour venger les héros sacrifiés de la Première Guerre. Et ce sera le cas de certains artistes qui vont ensuite adhérer à l'idéologie du NSDAP, donc du parti nazi. Konrad Felix Müller donc, a fait son service militaire comme ordonnance médicale. Il est militant politique, membre du Parti communiste, et avec Otto Dix, donc il fonde ce groupe de la sécession de Dresde, c'est-à-dire en fait une scission par rapport au monde académique. Et il a commencé lui aussi par un style expressionniste, vous voyez, des perspectives
fragmenté, bouleversé, un dessin extrêmement dur, heurté, nerveux, donc il va ensuite évoluer vers une vision beaucoup plus descriptive, réaliste évidemment, de la nouvelle objectivité. En 1936, il est dénoncé comme peintre d'art dégénéré. 150 de ses œuvres qui avaient été acquises par des collections publiques sont détruites, et en 1944, son atelier de Berlin est bombardé. Donc vous voyez, ces artistes, on comprend qu'on les connaisse pas très bien finalement, parce que finalement, pour préparer cette conférence, moi je suis plutôt une spécialiste de l'art naissant, je suis allée sur les sites de commerce d'art en ligne, parce que finalement, beaucoup de choses sont encore en vente. Hans Baluschek, donc c'est quelqu'un qui est un peu plus ancien, un aîné, et il a fait aussi cet album Der Krieg. Il a fait donc à la fois des études d'art, d'économie, de médecine, c'est aussi un auteur littéraire. Il a été membre du Parti socialiste et il a joué un rôle essentiel dans la fondation d'un bureau d'aide aux artistes berlinois de l'après-guerre, parce que vraiment il n'avait absolument plus de commandes. Voilà, donc ce sont des lithographies en couleur qui sont assez extraordinaires aussi, parce qu'il a choisi comment dire, d'abord pas du tout des choses héroïques, mais au contraire des choses terribles et absurdes. Et il a beaucoup montré justement les hivers absolument redoutables. Et puis là, par exemple, voilà ce défilé de prisonniers à côté d'un cimetière, d'une charrette qui est encore en train de brûler. Ça montre bien, voilà, toute cette absurdité de la guerre. Georges Grosz, donc en fait, il a anglicisé son nom volontairement, a fait cet album de 9 lithographies, donc, qui est intitulé de façon extrêmement moqueuse « Dieu avec nous », hein, des caricatures antimilitaristes. Alors celle-ci, par exemple, montre le médecin militaire qui est devant les officiers et qui donc ausculte quelqu'un qui est réduit quasiment à l'état de squelette et qui dit « apte au combat ». Et ici, donc, vous avez les profiteurs de guerre au premier plan et les combats à l'arrière-plan. Et donc la légende est aussi en français, en anglais et en allemand, et dit « les communistes tombent, les devises montent ». Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est engagé volontairement en 1914, y croyant, hein, voilà, qui est réformé définitivement en 1917 après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, parce qu'il avait été totalement bouleversé par ce qu'il voyait, et il a lui-même écrit « La guerre était pour moi l'horreur, la mutilation et l'anéantissement ». Alors, Georg Scholz, lui, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre aussi cet esprit satirique. Donc, c'est une autre façon de montrer les lendemains de la guerre, donc avec cette réunion d'anciens combattants qui sont évidemment représentés de façon... voilà, ils sont très décorés, ils ont l'aigle impérial, ils ont des gants blancs, enfin, on se rend bien compte que ce n'est pas le soldat de base, hein, ces messieurs. Donc il a été formé à l'Académie de Karlsruhe, puis à Berlin. Il a fait son service militaire, donc il savait très bien de quoi se retournait ce conflit, et devient donc membre du Parti communiste. Et donc il va évoluer vers ce réalisme cynique, et puis donc abandonner au bout d'un moment cette férocité pour adopter une vision plus classique. Il enseignera donc à l'Académie de Karlsruhe. Évidemment, il est démis de ses fonctions après 1933, qualifié d'artiste dégénéré, les œuvres saisies, interdit d'activité artistique en 1939. Hein, voilà, donc vous voyez que c'est des destins un peu comparables. Alors, une des œuvres les plus impressionnantes, les plus magistrales de cette époque, c'est le grand triptyque de la guerre d'Otto Dix, qui reprend donc des formes qui sont celles de la peinture tardo-médiévale et renaissante. Et vous voyez, donc vous avez le départ pour la guerre, là, des conscrits, après l'explosion d'une bombe avec donc ce personnage qui est un peu comme la mort, hein, avec son index pointé, la bouillie humaine terrible et un paysage chaotique, et un autoportrait où il essaye de sauver un camarade. Et puis voilà, une tranchée avec les soldats, évidemment, qui sont morts dans la tranchée. Bon, c'est une œuvre avec un coloris qui est volontairement froid, angoissant, et donc qui finalement montre l'absurdité de cette époque contemporaine,
en reprenant finalement les formes d'une des époques les plus belles de la culture allemande, c'est-à-dire le début du XVIe siècle. Et voilà donc de quoi il est parti. Otto Dix joue beaucoup de références de ce magnifique retable d'Isenheim de Mathis Gotthard Netthardt, donc surnommé Grunewald, qui est je vais y arriver, à Colmar, au musée d'Isenheim à Colmar, et qui date donc de 1516. Donc vous voyez, c'est une crucifixion, et finalement, partant des souffrances du Christ, il montre évidemment que la souffrance physique, elle est devenue absolument générale. Et là, donc, on a des figures de saint thaumaturge, donc qui font évidemment, qu'il a réinterprété comme lui qui essaye de sauver un camarade. Donc, il y a aussi des figures de leaders qui essayent de soulever les populations ouvrières. Donc, comme je vous disais, de nombreux artistes des années 20 ont appartenu au Parti communiste allemand ou à des conseils ouvriers. Et ces artistes allemands étaient beaucoup plus investis dans les luttes politiques que leurs contemporains en France. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disaient. Ils disaient, en France, on se préoccupe de savoir comment faire des harmonies avec des cubes ou des couleurs, mais finalement, on ne pose pas du tout de problèmes sociaux. Et donc, avec vraiment la volonté de faire des œuvres pour le peuple. Et bien sûr, cette question, peut-on faire de l'art qui est novateur et en même temps qui parle au peuple? C'est toujours un peu cette quadrature du cercle qu'ils ont voulu essayer de résoudre. Donc Kurt Kverner, c'est quelqu'un qui est formé donc, à l'école des beaux-arts de Dresde, un élève d'Otto Dix, et donc qui a voulu être un observateur tout à fait aigu de la réalité, avec là son agitateur, comme le titre l'indique. Le revoilà, et vous voyez que quand on voit l'autoportrait, enfin un des nombreux autoportraits de Kurt Kverner, on se rend bien compte qu'il a donné plus ou moins ses traits à ce leader. Alors là, voilà une figure historique, effectivement. Donc, Konrad Felix Müller a fait ici une gravure de Otto Rühl, qui a été une des figures les plus marquantes de la Ligue spartakiste, un compagnon de Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Bon, il a échappé à l'assassinat et il a pu émigrer assez vite. Mais voilà, donc c'est une peinture sans concession qui le montre vraiment avec cette violence verbale et puis un visage qui donne vraiment l'impression d'être très sauvage. Et donc vous voyez ce côté aussi un peu cubiste de la représentation. Donc il essaye de faire quelque chose aussi qui tienne compte des mouvements d'avant-garde. Karl Volker, donc là aussi, alors dans ces artistes de la nouvelle objectivité, il y a beaucoup d'emplois de bois gravé, comme il y en avait déjà dans le mouvement expressionniste allemand de l'avant-première guerre. C'est quelqu'un qui a fait son apprentissage comme décorateur d'intérieur. On voit très souvent comme ça des formations qui sont à cheval sur ce qu'on appelle, nous, les arts majeurs, et puis des arts mineurs ou appliqués. Il rejoint le groupe rouge de Berlin et lui aussi, donc qualifié d'artiste dégénéré, il reprendra ses activités d'architecte et de peintre en fait après la libération. Donc, troisième thématique, l'industrialisation accélérée et donc cet intérêt nouveau pour les ouvriers des fabriques. Donc l'Allemagne a rattrapé très rapidement son retard d'industrialisation par rapport à l'Angleterre et la France, et le bouleversement de la société a donc été d'autant plus fort qu'il était extrêmement rapide. Un nombre d'ouvriers multiplié par 2, un exode rural, des firmes de plus en plus importantes, évidemment dopées aussi par le réarmement de l'Allemagne. Et donc on voit ici voilà, la figure de l'ouvrier devant les hauts fourneaux qui donne lieu donc à des jeux de couleurs, mais en même temps, vous voyez, par rapport au courant français où on va en quelque sorte réifier les personnages qui deviennent un élément qui se prête, si vous voulez, à des jeux de formes et de couleurs, l'identité humaine et le rôle du personnage au travail avec ses gros gants, sa casquette et tout ça n'est pas du tout gommé. Hans Baluschek donc, est quelqu'un qui a aussi fait beaucoup de représentations des industries. Donc voilà cette usine avec ses hauts fourneaux.
Donc c'est une représentation qui a à la fois ce côté très fantastique avec les fumées, le métal en fusion, mais qui est aussi très structuré. Enfin, moi, c'est un peintre que j'ai vraiment découvert, qui n'est absolument pas connu en France et que je trouve assez extraordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir donc, dans ce mouvement industriel, c'est que le personnage de Henry Ford a été extrêmement important. C'est vraiment l'icône des libéraux à l'époque, et y compris dans sa promotion de l'antisémitisme, puisque Henry Ford a utilisé sa fortune et son influence pour distribuer des millions d'exemplaires de son pamphlet, hein, le Juif international. Donc en 1920, l'Allemagne a déjà été inondée de cet ouvrage totalement délirant et toxique. Et l'autobiographie d'Henry Ford a été traduite en allemand et c'est un best-seller de l'époque. Le grand aujourd'hui et un des lendemains qui seront encore plus grands. Donc avec voilà, sa promesse de transformer le champ désolé de l'industrie en un jardin florissant. Voilà, c'était vraiment son idée. Et en fait, c'est relayé par d'autres auteurs, par exemple, alors, je ne sais plus, c'est Friedrich von Ottliensfeld qui publie Fordismus, donc avec l'idée d'adopter bien sûr le travail à la chaîne que avait instauré Henry Ford dans ses usines en profitant de 1917 et de l'entrée en guerre des États-Unis. Voilà, et donc Ford est reçu en Allemagne en 1930, admiré, et je ne parle même pas évidemment de l'admiration qu'ont eu ensuite pour lui les nazis, puisque on dit que enfin, d'abord, c'est le seul nom de personnage américain qui est cité dans Mein Kampf, hein, ça en dit long. Heinrich Vogeler, donc docker de Hambourg, revenons à notre thématique de l'industrie. Donc à la suite de son engagement volontaire en 1914 et face à la réalité de la guerre, il est devenu un pacifiste radical, membre du conseil ouvrier de Brême, emprisonné pendant plusieurs semaines. Et c'est quelqu'un qui était en fait issu d'une famille assez aisée. Son père qui est décédé précocement, lui avait légué donc une grande propriété, Barkenhof, près de Brême, et il va y fonder une communauté et une école ouvrière. Et en 1924, cette propriété va devenir un foyer du Secours Rouge International, une organisation d'entraide accueillant des orphelins qui, évidemment, sera fermée en 1932. Aujourd'hui, d'ailleurs, Barkenhof est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc de 1920 à 1926, Vogeler va donc peindre des fresques murales de sujets ouvriers et paysans. Et lui, donc, c'est quelqu'un qui est assez ouvert finalement à la peinture muraliste mexicaine. Il a rencontré Diego Rivera, celui qui a fait, vous voyez, dans le palais présidentiel de Mexico, ces grandes fresques historiques. En 1931, il émigre en URSS et après l'invasion par l'armée allemande, eh bien évidemment, il est, comme les exilés allemands, déporté par les Russes au Kazakhstan. Il doit travailler à la construction d'un barrage et en fait, il meurt d'un cancer pendant ce travail qui était effectivement très, très pénible. Voilà, donc vous voyez cette vision qui est très polyphonique. En fait, les peintres de la nouvelle réalité ont adopté la technique du montage, vous voyez, où on va avoir une espèce de regroupement simultanéiste de quantité de scènes, en fait, pour documenter au maximum une situation. Otto Griebel, donc le calfateur de bateaux, là, avec ses tatouages et ses biceps bien développés, voilà. Et puis, donc, on a aussi d'autres façons de représenter l'industrie qui peut être beaucoup plus schématisée. Ça, c'est un peu à la suite aussi des têtes des artistes du courant Dada, comme Raoul Haussmann, par exemple, mais aussi avec un peu des contacts avec Fernand Léger. Heinrich Hörl donc, a étudié à l'école d'art de Cologne, il est proche du groupe Dada Cologne, il va fonder un groupe d'artistes qui s'intitule Volontairement Stupide, hein, voilà, un peu la provocation comme Dada, et qui veut donc représenter la réalité contemporaine, sa déshumanisation de façon, voilà, par l'absurde en montrant des têtes absolument comme des mannequins. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'artistes, en fait,
connaissait des courants étrangers, les constructivistes russes, le mouvement des styles, donc qui tendaient vers l'abstraction. Il faut imaginer que l'Allemagne, en fait, à l'époque de Weimar, organise des expositions où vous avez des peintres de l'Europe entière et des peintres russes aussi, et donc une ouverture culturelle très grande. Et c'est justement ça qui va leur être reproché, c'est ce cosmopolitisme. On leur dit qu'ils sont anti-allemands parce que finalement ils sont ouverts au métissage, si vous voulez, de tas d'expériences et de tas de résultats culturels. Heinrich Hörle, donc des progressistes de Cologne, voilà, vous voyez ce côté volontairement caricatural, ces formes très simplifiées, les cheminées d'usine, bien entendu, les murs en briques, tout ça est fait pour montrer une ville qui se construit très vite et qui est assez brutale finalement. L'un de ceux qui va pousser le plus loin le schématisme, c'est Franz Wilhelm Seyfert, donc avec ses ouvriers, ses travailleurs. C'est un élève de l'école d'art appliqué de Cologne, peintre et sculpteur, proche de Dada et des constructivistes aussi, et leader du groupe progressiste. Voilà, donc ça c'est un peu les œuvres les plus extrêmes, mais ensuite finalement il s'est détaché de ce formalisme pour se tourner vers une culture qu'il pensait plus proche finalement des classes populaires. Voilà, donc vous voyez les travailleurs en 1925, donc quelque chose qui veut être très, très didactique, puisque vous avez die Arbeitsmänner qui est indiqué, les usines, les navires à vapeur, le chemin de fer, enfin on a vraiment toute cette civilisation et évidemment les hangars d'usines. Alors, un autre thème aussi qui n'était pas très fréquent dans la peinture, bon, je connais à part ça quelques peintures italiennes qui aussi montrent des manifestations, mais c'est les protestations, les marches de la faim. Et donc, Seyfert montre ici, vous voyez, la manifestation en donnant l'impression que la classe ouvrière forme un bloc entre la figure du bourgeois et la figure de policier, bien sûr. Donc ça représente, si vous voulez, cette nouvelle volonté de créer des sortes d'icônes, au sens qu'on a maintenant, si vous voulez, des icônes pour ordinateur, c'est-à-dire en fait des éléments simplifiés qui évoquent tout de suite une catégorie socio-professionnelle. Alors qu'au contraire, Kurt Kverner va, dans sa manifestation, inclure son autoportrait et montrer des personnages tout à fait réels. Et puis donc Hans Grundig est aussi un peintre très intéressant, peintre de Dresde, qui s'est spécialisé dans les portraits de la classe ouvrière. Il est membre du Parti communiste. En 1929, il est membre de l'Association des artistes visuels révolutionnaires, lui aussi donc écarté comme dégénéré, interné de 1940 à 1944 à Sachsenhausen, donc voilà, quelqu'un qui a vraiment payé très cher ses convictions. Et donc c'est la Hungermarsch, donc une des manifestations contre la faim, évidemment, quand l'inflation était telle que pour acheter un tout petit peu de nourriture, il fallait des valises de billets. Et donc voilà, avec les drapeaux rouges, et évidemment le contraste qu'il a choisi entre le café élégant et puis les prolétaires qui sont dans la rue. Donc voilà aussi, vous voyez, des images très fortes par leur simplification, tout à fait magistrale, cette espèce de flux de personnages qui manifestent. Autre thématique, alors qui était montrée d'une façon, je dirais peut-être un petit peu trop racoleuse dans l'exposition de Beaubourg, la prostitution, moi je vais vous la montrer en fait comme un phénomène pour survivre plutôt que quelque chose qui montrerait une prétendue libération des mœurs. Donc avec ce chômage qui attend les 20% de la population, l'hyperinflation, évidemment ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Et c'est quelque chose qui est évoqué très clairement dans la presse de l'époque, ce développement de la prostitution alimentaire. Alors ça peut être, vous voyez, représenté de façon très schématique. Là encore, on voit les mêmes procédés d'icônes chez Seyfert, avec le policier, le bourgeois et les prostituées très, très simplifiés, très rudimentaires. Ça peut être sous un mode extrêmement expressionniste, vous voyez, avec des rues rouges et donc quelque chose de très violent, très éclaté chez Georg Gross, donc ce style un peu halluciné qu'il a développé dans la décennie 1910-1920.
Et donc, cette façon de montrer l'incohérence spatiale, finalement, par ce morcellement, des personnages qui ne sont pas, vous voyez, dans le même monde, ils ne se croisent pas véritablement. On a donc la prostituée. Alors, il y a aussi beaucoup le thème du meurtre de prostituées qui est développé à cette époque. Voilà, Route dangereuse, c'est un petit peu le même principe. Donc en 1932, il va quitter l'Allemagne et devenir professeur à New York. Et en fait, bon, ça n'a pas vraiment réussi à ces artistes d'être transplantés dans un autre terreau. Finalement, ils ont fait beaucoup de concessions et ce qu'il a peint après, ben, c'était beaucoup plus sentimental, beaucoup plus édulcoré que cette peinture extrêmement acide et dénonciatrice. Donc il a beaucoup fait d'aquarelles, de scènes de rue, donc voilà la prostitution à la nuit tombée, donc avec des personnages masculins qui sont soit vraiment des gros bourgeois, soit des gens qui sont un peu patibulaires, voilà. Et donc il a fait l'objet de plusieurs procès pour obscénité, puis ensuite il va un peu mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir continuer à peindre. Voilà, donc là c'est finalement plus sobre, mais en même temps peut-être plus triste encore, de voir donc cet homme avec son cigare et son beau par-dessus qui regarde cette femme obligée de se prostituer dans une rue déserte, comme ça, donc au petit matin. Mais voilà. Alors, Jeanne Mammen, donc il y a eu beaucoup d'artistes femmes, en fait. Elles ont été formées dans ces écoles d'art qui ont été beaucoup plus accueillantes pour les femmes durant cette décennie de la République de Weimar. Donc, elle a vécu d'abord avec sa famille à Paris et le gouvernement français a saisi, bien sûr, en 1914 leurs biens comme famille allemande. Donc, elle a reçu une formation artistique à la fois à Paris, Bruxelles, Rome, Berlin, donc une culture assez vaste. Et à Berlin, en fait, elle a travaillé pour des magazines féminins, des magazines humoristiques. En 1933, donc la presse nazie la dénonce comme juive et elle a pu simplement survivre en devenant une marchande des 4 saisons, une marchande ambulante dans les rues. Donc là encore une destinée terrible. Et là, donc, vous voyez en fait son côté très goguenard, elle a beaucoup d'humour dans ses dessins un peu caricaturaux. Karl Huguff donc, a fait des études artistiques à Karlsruhe où il a enseigné d'abord la lithographie, le dessin, puis la peinture. Il est enrôlé dans l'armée et étant antifasciste notoire, il est renvoyé très vite de ses fonctions de professeur en 1933, interdiction de peintre et finalement de 1935 à 1945, il va subvenir à sa vie en peignant des céramiques et des carlons d'horloge. Et en fait, c'est simplement après-guerre qu'il retrouvera son enseignement académique. Donc c'est un peintre là aussi très caustique, très satirique, qui fait des visages qui paraissent un peu angoissants. Et là, vous voyez, donc vous avez à la fois les prostituées dans la rue et puis vraiment une famille qui n'hésite pas à prostituer sa fille pour arriver à survivre. Voilà, donc le salon de prostitution de Otto Dix. Donc ces femmes qui en fait avaient rempli des postes dans les bureaux pendant la guerre de 14-18, qui ont obtenu le droit de vote après ces mouvements libéraux, et bien en fait elles sont souvent perdues leur emploi en fait pendant la République de Weimar. Donc la mendicité, eh bien, elle est évidente aussi. Alors, vous voyez, c'est très intéressant de voir à chaque fois le côté en miroir de la photographie et puis de la peinture. L'allée des mendiants, donc on voit bien ici l'accordéoniste, le vendeur de cigares, etc. Donc Baluchek se montre vraiment très, très réaliste. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Et encore donc d'autres gravures en couleur qu'il fait. Voilà, la chienne vendeuse de fleurs et la vieille femme devant sa maison qui est vraiment lépreuse dans un faubourg. Voilà, Otto Dix, donc c'est très caricatural, ce mutilé de guerre qui vend des boîtes d'allumettes avec des gens qui l'ignorent complètement, qui passent à toute allure. Là, on a l'impression d'accélération. C'est peinture audacieuse. Donc revenons à August Sander avec notamment ses vagabonds.
August Sander donc, a classé ces hommes du XXe siècle en 7 groupes, les paysans, les artisans, les femmes, les corps sociaux, les artistes, la grande ville, comme melting pot, et puis les derniers des hommes, qui sont des photographies vraiment qui montrent la vieillesse et qui sont extrêmement démoralisante, on peut le dire. Il a adopté donc un bon nombre des caractères formels de cette esthétique de la nouvelle objectivité. Donc vous voyez d'abord pas de cadrage esthétisant, les personnages sont vus dans leur intégralité, un point de vue frontal, un éclairage qui est assez neutre, des poses qui sont tenues auxquelles coopèrent finalement les modèles eux-mêmes, une recherche donc plutôt de ce qui est typique d'une catégorie que d'une individualité singulière, et donc une sorte de neutralité descriptive sans chercher des effets surprenants ou sans chercher une communication émotionnelle, mais finalement ça s'impose de soi-même, hein, bien sûr. Donc voilà une autre image du vagabond de Baluschek. Donc on voit bien ces faubourgs ouvriers de Berlin qu'il a beaucoup représenté avec les usines tout près des immeubles. Il a aussi représenté un autre phénomène, donc les émigrés. Bien sûr, l'Allemagne attire beaucoup de gens très pauvres des pays de l'Europe orientale, et puis une émigration aussi à l'intérieur de l'Allemagne. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit dans nos rues, hein, il faut le dire, des familles avec les enfants et très peu de bagages, là sur un quai de gare. En fait, c'était quelqu'un qui était le fils d'un fonctionnaire des chemins de fer, et donc il est tout le temps dans cet univers des gares et des quais dans sa peinture. Lotte Prechner donc, fait partie de ces artistes femmes, donc formées à Berlin, à Munich, et liées donc au mouvement des jeunes du pays du Rhin. Dès 1933, on lui a interdit de travailler car sa mère était juive. Certaines de ses œuvres ont été détruites et elle va émigrer en 1938. Donc voilà, vous voyez aussi, elle va vous montrer les apatrides et puis les prisonniers, donc qui sont voilà, des figures assez pathétiques là. Donc la vie est dure, et c'est ce que montre Baluschek. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre comment il peut y avoir de la tendresse et de la solidarité familiale, même dans un environnement très industriel, des petites intrigues amoureuses, toujours, vous voyez, dans le décor des viaducs, des usines, des grands immeubles, donc quelque chose qui est évidemment très populaire. Et évidemment, ça recoupe complètement les images que photographie August Sander, donc la vie ouvrière, familiale, ou bien les professions qu'il a montrées en grand nombre, comme les fondeurs ici, ou bien le livreur de charbon, le manœuvre qui porte les briques. Bon, c'est des images qui vraiment nous interpellent, qui sont très belles. Et évidemment, il y a quand même pas tant de neutralité que ça, puisque la façon dont il représente le notaire figé, très raide, avec son Doberman, et puis l'industriel cossu, et ce n'est pas complètement dénué d'une certaine vision de la société. Voilà donc la couverture de ce portfolio qu'il a publié en 1929. Et donc, on a quelques très beaux clichés. Il a vraiment voulu montrer la fierté des professions. Voilà, je vous ai mis le chef pâtissier qui est assez merveilleux, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et donc, il était en contact avec ces artistes de Cologne, comme Anton Rederscheid. Et vous voyez qu'il y a vraiment une volonté de dialogue entre photographie et peinture. Donc Rederscheid a été grièvement blessé à Verdun. En 1919, il est à Cologne, et donc il fait partie de ce groupe stupide, voilà, qui se dénomme de cette façon volontairement. Il va donc exposer dans l'exposition fondatrice de la Kunsthalle de Mannheim en 1925. La plupart de ses œuvres seront également saisies, détruites. Et le malheureux donc fuit en France en 1936, mais il est interné en 1940, il réussit à s'enfuir en Suisse. Donc voilà, même en dehors de leur pays, ils étaient aussi évidemment très persécutés. Donc voilà, une peinture volontairement raide, volontairement nue,
avec des espaces vides, avec des perspectives voilà, où on a l'impression d'une solitude très grande dans une ville qui donne cette impression de froideur. Alors les contrastes sont quelque chose qu'on beaucoup aimé représenter, donc ces peintres de la Neue Zärtlichkeit, donc au sein de la nouvelle société, les profiteurs de guerre d'un côté et les victimes, donc c'est un des sujets de Georg Gross. Donc vous voyez, vous avez le mutilé de guerre, l'ouvrier, et puis le bourgeois qui a sa serviette d'employé et qui n'a pas l'air de trop souffrir de la situation. Ou bien on a celui-là avec sa morgue et sa cigarette, la dame avec son étole de fourrure, celui-là qui est bien en chair aussi, et le malheureux qui a donc obtenu une patente parce qu'avec ses béquilles, la seule chose qu'il peut faire, c'est effectivement de vendre des cigarettes dans la rue. Et des œuvres très comme ça éclatées en mille morceaux. Donc il aime bien faire ces images bouleversées. Donc vous avez voilà l'église qui est basculée, elle est proche de l'usine, et on voit donc les trois piliers de la société, hein, le clergé, l'armée et la finance. Donc c'est vraiment toujours cette dénonciation qui les hante. Des images aussi très fortes quand on voit voilà, le père et le fils qui vont aller travailler à l'usine, le dos voûté, le visage décavé, et le monsieur dans sa limousine, voilà, avec son cigare. Bon, évidemment, grosse charge. Donc Jeanne Mammen a trouvé ce style très art déco, et elle a beaucoup d'humour. C'est pas sans arrière-pensée féministe, hein, puisque là on voit le regard un peu lourd des deux marlous au bar qui regardent la serveuse de bock ici, et là donc c'est un de ces bars qui était réservé en fait aux femmes, puisqu'en fait il y avait une certaine tolérance pour l'homosexualité. Et parmi les presque 500 lieux nocturnes qui ont été recensés dans un guide de Berlin au milieu de la décennie 1920, eh bien, il y avait des bars qu'elles fréquentaient entre elles. Voilà, donc des salons de thé aussi, voilà, il y a beaucoup d'humour et de caricatural, bien sûr, de ces dames à chapeau qui choisissent des arreurs torteux et de magnifiques gâteaux. Voilà. Heinrich Maria Daffringhausen donc fait aussi der Schieber, le profiteur ou le spéculateur. Donc cet artiste a perdu un œil, il est exempté de service militaire, et à Berlin donc il fait partie du groupe d'artistes socialistes, puis du November Group, qui était en fait un groupe qui essayer d'organiser des manifestations pour faire connaître les artistes, des expositions, de susciter des critiques favorables, etc. En 1933, donc, il est parti en exil à Majorque, et puis malheureusement en France, il a été interné au camp d'Émile en 1940, et environ 200 de ses œuvres ont été détruites dans un autodafé nazi, ce qui fait, vous voyez, à quel point on ne peut les apprécier qu'à travers quelques épaves, quelques vestiges de tout ce qu'ils ont pu créer, ces artistes. Voilà, Gerhard Scholz, donc pour rester sur ceux qui profitent, voilà le chevalier de la Croix gammée au café. Et puis, donc voilà, la fête nocturne, je voulais vous montrer quelques images. Donc, celle qui signait Dodo, c'est Dörte Clara Wolf, donc, qui est une artiste juive qui a dû émigrer à Londres dès 1936 et qui, en fait, travaille dans ce style art déco. Donc, voilà, affiche pour la revue Nègre de Joséphine Baker, et puis les salles de spectacle avec, vous voyez, ces fourreaux, ces étoiles de vison, les grooms qui sont des Africains, et puis voilà, cette espèce d'apparat incroyable des salles de spectacle et de vie nocturne. Voilà, le barman, la loge de spectacle, bon, c'est toute la stylisation très humoristique de ce style art déco. Christian Schad, c'est un personnage un peu à part, parce que lui, d'abord, il n'est pas du tout du même milieu, il est le fils d'un juriste qui lui a permis de travailler très librement et qui l'a financé jusqu'à ce qu'il soit ruiné lui-même durant la crise de 1930. Donc, il étudie la peinture à Munich.
Il se fait aussi pistonner par papa et les amis avec un certificat médical de complaisance, donc il se réfugie en Suisse où il connaît les artistes d'Azurich, et puis ensuite eh bien, quelques années finalement où il échappe à tout ce qui va meurtrir les autres, donc vivre à Naples. Il revient à Berlin vers la fin des années 20 et en fait, dans son œuvre, c'est surtout des portraits féminins, souvent très provocateurs, assez crus, et donc il va collaborer à ce fameux guide de la vie nocturne à Berlin, qui est l'œuvre de Kurt Moreek, et lui-même mener une vie de dandy. Et finalement, dans son portrait du comte Saint-Genoix d'Hanocourt, qui est une des œuvres du centre Pompidou, bah, c'est finalement presque son image qu'il montre au milieu de ces femmes très peu vêtues. Gerd Heinrich Vollheim, donc les adieux à Düsseldorf, donc là c'est plutôt pittoresque au contraire et d'autodérision. C'est un peintre du groupe des jeunes artistes modernes, das Junge Rheinland, donc il étudie à l'école des beaux-arts de Weimar, il combat durant la guerre et il est blessé, et ensuite il vit à Berlin et à Düsseldorf. Et ces œuvres donc ont été présentées à l'exposition d'art dégénéré de Munich. En France, il voulait se réfugier, mais il est arrêté, il est détenu dans un camp de travail, il s'évade, il se cache, et finalement, après moult péripéties, il réussit à s'installer à New York en 1947. Et là, c'est une œuvre assez humoristique. Vous voyez, il se montre en dandy, ce qu'il n'était pas vraiment, au milieu de femmes avec des poses et des tenues assez extravagantes, hein, une espèce de tumulte de la vie nocturne. Donc voilà, ce chien savant, rendu très caricatural. Et, en fait, il y a une quantité de réminiscences de la mort de Sardanapale de Delacroix qu'il a utilisé dans sa peinture. Alors, ils avaient donc obtenu simplement une photographie à Beaubourg de ce carton préparatoire d'Autodix, qui est aussi, voilà, jouant sur la simultanéité de la vie de plaisir, d'insouciance, de la haute société, avec le succès considérable du jazz, et donc cet américanisme des plaisirs, des revues de filles dansant, etc. Alors qu'en fait, vous avez les estropiés dans la rue, là aussi un mutilé, et puis donc les gens qui sortent de ce théâtre extrêmement à décor vraiment tout à fait néo-baroque, si vous voulez, très, très luxueux. Voilà le tableau donc, qui est à Stuttgart, où on voit mieux donc, le mendiant entouré de chiens très agressifs, les prostituées, les femmes vêtues avec ce style très court, les cheveux à la garçonne de 1925, hein, c'est l'époque où on développe le mythe de la Neue Frau, hein, la femme émancipée, la femme qui fume, qui porte le monocle, qui mène sa vie toute seule, et puis bah, l'envers du décor, là encore, avec les mutilés de guerre. Je voulais juste vous montrer un aspect des lotissements nouveaux qui étaient un peu plus explorés dans l'exposition avec des maquettes. Donc évidemment une pénurie de logements sociaux considérable après la guerre. Et à 7 km au nord-ouest de Francfort, donc, est créée la Römerstadt, donc une ville satellite nouvelle qui, vous voyez, donc, suit le cours de la fleuve là, qui est je n'ai pas, oui, de la Nida, pardon. Et donc, vous voyez, avec des sortes de bastions, en fait, pour imiter en fait une ville romaine. Et donc tout ça, ce sont des maisons mitoyennes avec des jardinets, et puis quelques immeubles ici. Donc c'est vraiment une décision importante. Vous voyez, 1128 habitations construites, des maisons familiales, des appartements. Et c'est l'œuvre de Ernest May, donc, qui était chef du département de l'urbanisme de Francfort et de deux autres architectes. Donc l'idée vraiment d'avoir des maisons qui soient complètement modernes par le chauffage central, l'électrification, la connexion radio, des loyers qui théoriquement devaient être gérables dans les budgets familiaux, mais qui ont été peut-être un petit peu trop élevés finalement pour la classe ouvrière. Ça a été une petite classe d'employés finalement qui en ont bénéficié. Mais ces lotissements sont extrêmement insuffisants.
en fait, même s'il y a eu beaucoup d'initiatives, c'est resté évidemment insuffisant. Et donc, on a surtout voyez, des marées de petites maisons très, très modestes et surtout très proches finalement des voies ferrées, des usines, donc pas un environnement extraordinaire. J'ai aussi un peu découvert dans mes petites recherches Gustav Wunderwald, donc, qui est intéressant, et il a été d'abord un peintre de décors de théâtre et d'opéra, avec une carrière internationale à l'Opéra national royal de Stockholm, à Düsseldorf, à Innsbruck, à Freiburg et à Berlin. Et il a, pendant les années de guerre, été sur le front macédonien. Et puis en 1918, il s'établit à Berlin et finalement, il a suffisamment de moyens pour peindre à sa guise. Et il va s'attacher donc à peindre les faubourgs populaires et industriels, attiré, comme il le disait lui-même, par la sombre désolation de ces quartiers périphériques. Donc ces œuvres ont été rabaissées par les nazis, il est interdit d'exposer et de vendre en 1934, et donc pour survivre, il va coloriser des films publicitaires. Voilà donc les tableaux de Gustav Wunderwald que je trouve très, très intéressants. Alors, Paul Westheim l'avait qualifié de Outrio de Berlin, mais on pourrait le comparer aussi à Edward Hopper, l'américain. Donc voilà, ce sont des vues, vous voyez, avec des longues obliques, des avant-plans très vides, et puis voilà, cette vie un peu périphérique. J'aime beaucoup aussi ces tableaux qui sont assez étonnants, d'avoir encadré le clocher de l'église par un réservoir et des cheminées d'usine, de montrer voilà, tous ces fumées qui se mêlent au ciel gris, et tout ce grand dépouillement vide, assez étonnant. Et vous voyez comme ça va finalement rencontrer la démarche d'un des grands photographes de l'époque, Albert Renderpatch, qui est photographe de presse jusqu'en 1925 et puis ensuite qui s'émancipe. Il travaille de façon indépendante avec un studio qui est mis à sa disposition par le Folkwang Museum d'Essen. Et donc il va refuser un poste d'enseignant en 1933, ayant peur de se compromettre. Et il a été donc un des premiers photographes à représenter les usines sidérurgiques, les zones industrielles, les objets produits en série. Donc c'est vraiment un novateur et tout à fait typique donc, de cette nouvelle objectivité. Voilà, donc en 1928, il a publié un recueil de 100 photographies, donc, intitulé Le monde est beau, Die Welt ist schön, qui comprend des images très très soignées du point de vue des contrastes de lumière et d'ombre, des angles de vue, des cadrages originaux. Donc c'est quelqu'un qui manipule beaucoup plus ce qu'il voit que August Sander. Et donc voilà, aussi bien dans ce recueil, on y trouve des plantes qui sont assez fascinantes en noir et blanc, des hommes, des paysages, des architectures, des machines. Donc voilà, j'ai pris un peu l'exemple de ces paysages industriels. Donc je vous ai dit que Malouchek, avec son père qui était dans les chemins de fer, évidemment, a beaucoup développé cette thématique, mais qui finalement est une clé pour rentrer dans la vie de la ville de l'époque. Vous voyez, avec cette silhouette qui, depuis une station de métro surélevée, observe la ville enneigée d'hiver avec ces fumées noires de partout. Voilà donc l'arrêt des chemins avec les wagonnets de charbon ici et tout un complexe industriel. Je trouve ça absolument magnifique. Et puis voilà aussi l'employé de gare avec ses lanternes. C'est aussi l'un de ceux qui a montré voilà, les marches de la ville, les banlieues ouvrières et le peu de loisirs et finalement qui se contentent de pas grand-chose. Le dimanche, à côté de ce complexe d'immeubles très bon marché, avec toujours le train, bien sûr, qui apparaît à gauche, et les cheminées d'usine à côté aussi. Hans Grundig fait aussi voilà, aux marges de la ville de Berlin, une famille populaire et un paysage qui donne plutôt une idée de désolation.
la ville donc est montrée vraiment comme quelque chose qui est trépidant. Donc c'est surtout Berlin qui est l'objet de ce type d'image. Donc c'est à l'époque la métropole européenne la plus novatrice, la plus trépidante. Et un des romans qui a eu beaucoup de succès, c'est le roman d'Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, qui est beaucoup lu et qui donne cette idée justement d'un croisement incessant de toutes les catégories sociales, toujours empressées, etc. Puisqu'en fait, ce rythme est imposé par un travail qui va de plus en plus en s'accélérant. Voilà, donc avec les nouvelles affiches lumineuses, hein, les enseignes lumineuses, les horloges aussi. J'ai découvert aussi un artiste qui m'a un peu fascinée, là, Albert Berkeley. Donc, c'est quelqu'un qui était le petit-fils d'un peintre de la cour du roi Carol Ier de Roumanie, Gustav Bregenzer. Et donc, il était dans une famille qui pratiquait de l'art très, très conventionnel et très, très officiel. Il fait son service militaire pendant la Première Guerre. Il étudie la peinture à Berlin et il va devenir membre de la sécession berlinoise. Et donc, ses œuvres sont très engagées socialement, avec donc ce goût justement de la caricature et du fantastique qui sont mêlés. Il va émigrer en Autriche en 1932 en espérant échapper à la montée du nazisme. Évidemment, c'est l'Anschluss qui va le rattraper. Et bien que ses œuvres aient été qualifiées de dégénérées, en fait, il va avoir la chance d'être protégé par un sculpteur autrichien, Josef Thorak, qui était très respecté par Hitler. Donc finalement, grâce à cette protection, il ne va pas être inquiété lui-même. Et puis, il y a tout un autre versant dans sa vie, c'est que il est aussi très croyant, il va avoir beaucoup de commandes de peinture pour les églises de Salzbourg, notamment d'Innsbruck et tout, et y compris des vitraux aussi qu'il fait, notamment pour la cathédrale de Washington. Et vous voyez donc l'image qu'il montre de Berlin est tout à fait étonnante. Voilà les parapluies, les coches, les chevaux des paysans, les masses ouvrières, tout ça toujours avec cet air un petit peu halluciné. Voilà une autre vue aussi donc, du Kurfürstendamm. Et là aussi, on a les coches, les chevaux faméliques, et puis des gens voilà, de toute classe sociale confondue. Et je trouve ce tableau aussi assez extraordinaire, finalement, renouant avec un peu l'esprit de Jérôme Bosch, hein, le portement de croix sur la Friedrichstrasse, avec des gens qui se moquent ou des gens indifférents. Voilà, donc on a les policiers qui remplacent donc les centurions romains dans les portements de croix traditionnels. Mais c'est une image enfin, c'est un peintre assez unique, je trouve. Karl Völker, donc c'est un apprenti décorateur d'intérieur et qui va étudier donc à Dresde. Il va diriger tout un groupe d'artistes de Halle qui est associé donc à ce groupe de novembre de Berlin, collabore à des revues, notamment les journaux du Parti communiste. Là encore, va classer parmi les artistes dégénérés et ne pourront reprendre ses activités officiellement qu'après 1945. Donc, ce qui montre ici, c'est la gare de Halle qui avait été donc entièrement rénovée en 1923 hein, sous l'impulsion du Parti communiste parce qu'il fallait que les ouvriers puissent se déplacer rapidement vers un grand site industriel nouveau qui s'était ouvert au sud de la ville. Et donc c'est évidemment une image ambivalente, il le sait que c'est à la fois moderne et progressiste, mais aussi un peu, voilà, finalement une machine à broyer les humains, un peu déshumanisante, et on voit donc la précipitation de tous ces gens qui vont au travail. Ou alors, il va montrer un autre aspect, finalement, c'est comment les ouvriers arrivent sous l'œil du patron, qui est un peu caricaturé au premier plan. Karl Grossberg, donc c'est un autre aspect qui est intéressant parce qu'un peu révélateur des ambiguïtés de l'époque. Donc c'est un peintre de vue urbaine, de représentation d'usines et de sites industriels, qui a étudié l'architecture à Aix-la-Chapelle, qui reprend des études au Bauhaus de Weimar. Et donc en fait, il va progressivement abandonner ses peintures sociales et célébrer finalement la nation allemande, sa grande peinture murale de 1934, Deutsches Volk, Deutsches Arbeit, finalement va être parfaitement acceptée par le régime national-socialiste.
Et donc, ces œuvres, loin d'être rejetées, finalement, le feront apprécier comme quelqu'un qui peut contribuer à la grandeur allemande. Voilà, et donc il va mettre un peu de l'eau dans son vin, c'est-à-dire finalement il va montrer surtout, vous voyez, les industries, mais d'une façon plutôt flatteuse, et avec aussi, voilà, ces voies surélevées, ces passerelles. Alors que vous voyez, dans ces peintures des années 28, il y a quelque chose de plus ambigu. Par exemple, pourquoi mettre une chauve-souris dans cette peinture qui est presque relevant de la métaphysica, donc de ces choses incongrues. Là aussi, un singe qui est sur une machine. Donc voilà, c'était des éléments irréels qui va en fait complètement gommer ensuite dans sa peinture. Et vous voyez que sa peinture devient finalement quelque chose qui ne peut pas nuire du tout à l'idéologie dominante ensuite, puisqu'on a au contraire la célébration d'une industrie de haute technologie extrêmement fonctionnelle comme ça dans ces peintures de ce genre. Et là, donc, vous voyez comment ça rejoint aussi les photographies d'Albert Engerpatz avec ses répétitions. Il aime en fait les sujets sériels comme ça et la juxtaposition des cadrages en contre-plongée, des vues en oblique, des très beaux contrastes d'ombre et de lumière. Donc une espèce d'esthétisation du monde industriel. Donc, dernière séquence, je voulais vous montrer un peu comment ça a pu être aussi une espèce de style mécanique où les personnages sont des mannequins, des choses en fait que les artistes du courant Dada avaient montré, mais qui continuent un petit peu. Donc des personnages qui sont manchots, qui n'ont pas de visage, pas d'yeux, qui sont de véritables automates. Donc ici une satire évidemment de la République de Weimar avec ces automates républicains. Et puis donc vraiment un paysage totalement cubiste. Donc cette réification, cette déshumanisation, elle atteint son paroxysme avec des artistes comme Willy Baumeister, donc qui est vraiment quelqu'un qui a poussé cela jusqu'à l'extrême, donc quelqu'un qui a défendu la liberté de création artistique, qui a été interdit en 1936 aussi. Voilà, un homme-machine avec un pas de vis comme colonne vertébrale. Donc c'est cette dénonciation donc, de cette déshumanisation dans le travail, mais non seulement en usine, mais les employés, puisqu'en fait la mesure des gestes, le chronométrage, etc., a aussi été utilisé pour régler la vie dans les bureaux. Et puis dans les logements aussi standardisés, on se rend compte qu'on avait étudié les déplacements de la ménagère, d'optimiser tous ces gestes, etc. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on accorde finalement à cette population, c'est la minimum existence, qui est un des slogans d'une exposition d'architecture, où finalement le minimum devient rapidement aussi le maximum accordé. Voilà, donc on voit ce courant avec Heinrich Hörle. Donc, monument des prothèses inconnues, voilà, c'est vraiment une façon de montrer cette absurdité. Donc, transition vers la fin, ce tableau de Otto Griebel qui est assez terrifiant. Vous voyez la réclame qui est mise dans la vitrine. Les hommes sont des marchandises de plus en plus bon marché. Donc, avec une dame qui a perdu sa tête d'ailleurs aussi, qui regarde tous ces mannequins à vendre dans la machine. Un personnage qui vous agrippe là et qui a son haut-parleur et qui est un masque grimaçant. Donc, la marchandisation humaine. Et puis, voilà. Donc, je voulais vous montrer comment l'exposition s'était déroulée. Donc, elle partait de cette exposition de 1925 à la Kunsthalle de Mannheim, qui avait été organisée par Gustav Hartlaub, qui était vraiment un conservateur de musée audacieux et qui avait vraiment sélectionné 32 artistes novateurs. Et la dernière salle évoquait donc dans les mêmes lieux, une fois que Gustav Hartlaub a été démis de ses fonctions en 1933, donc c'est le représentant local du NSDAP, Otto Gebele von Waldstein, qui a organisé la première exposition vengeresse, vous voyez, qui parle de culture bolchevique.
Alors les tableaux étaient exposés le plus mal possible avec des étiquettes, des cartels qui indiquaient qu'ils avaient été achetés à des marchands juifs, que l'argent du contribuable allemand était honteusement dévoyé et que c'était des œuvres qui étaient absolument grotesques. Et ensuite, donc en 1937, vous voyez une expo itinérante dans 12 villes de 650 œuvres confisquées dans les musées allemands pour présenter ce qu'ils appelaient l'art dégénéré. Et donc, vous voyez le succès que ça avait. Alors voilà, donc la caricature du groupe Dada, etc., des expressionnistes, mais aussi des artistes de la nouvelle réalité. Donc, prévision de la catastrophe, hein, voilà, Otto Dix se rend compte en 1934 un petit peu de tout ce qui attend et il reprend les images de la Renaissance allemande, hein, les fameuses images magnifiques de Baldung Green qui représentent les âges de la vie, hein, puisqu'on a l'enfant, la vieille femme et le couple amoureux, et le soldat, bien sûr, qui essaye de se défendre contre la mort, et ici, donc, la célèbre peinture de la jeune fille et la mort. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que Hans Grundig a fait, pour faire le revers du tableau d'Otto Dix que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est aussi présenté à la Gemälde Neue Meister de Dresde, un triptyque qui s'appelle donc le Reich de Milan, hein, bien entendu l'espoir de la propagande développée alors, donc avec un défilé de carnaval où personne ne se rend compte de ce qui va se passer, il y a juste ici les chevaux qui évoquent les communistes, mais tous les autres acclament finalement, font la fête sans du tout se rendre compte. Ensuite, on a donc dans le panneau central la vision d'une ville en flammes et des soldats avec des masques à gaz. Et le panneau de droite, donc le chaos, alors c'est des hordes de loups qui défilent autour de la statue d'un porc en or et les chevaux qui sont dévorés par les loups et qui évoquent donc les communistes devenus des victimes sacrificielles. Et là où donc Otto Dix avait montré les soldats dans la tranchée, lui montre son épouse qui dort. Donc voilà, une vision onirique, une sorte de préfiguration finalement de la guerre imminente. Dernière image, là, promis. Donc, en 2020, une exposition d'artistes contemporains a été organisée pour témoigner du renouveau d'intérêt pour l'art de la Neues au Kunstforum de la Banque populaire de Berlin, donc intitulé les années sauvages, les années 20 sauvages, survivance d'une époque, avec des œuvres acquises comme placement par la banque. Et donc, pour moi, c'est tout à fait symptomatique. Vous voyez, par exemple, en 1934, ce collage, cette espèce de vision de montage d'images qui est quand même assez frappante. On voit donc les communistes qui sont chassés, on voit les exécutions, on voit les arrestations sauvages dans les maisons, etc. Donc c'est une œuvre évidemment par laquelle l'artiste prend des risques considérables. Cette bouillicha, moi je suis désolée, mais pour moi ça n'a absolument aucune valeur. Et ça montre bien comment finalement c'est une reprise totalement superficielle et je dirais honteusement commerciale de procédés qui ont été des procédés vraiment audacieux et très engagés de ces artistes qui les ont précédés. Donc je terminerai avec ce que raconte beaucoup Franck Lepage dans ses conférences gesticulées. Il fait la distinction entre l'art de subversion, hein, voilà, qui est un art qui veut agir sur le réel des années 1920 et qui a sa grandeur grâce à cela, et un art de transgression, mais transgression finalement de quoi? De code artistique. C'est finalement des choses qui ont été faites et qui n'ont plus d'audace, et finalement qui sont immédiatement achetées par une banque, comme ça se fait de plus en plus, puisque ce sont non seulement les grands speculators, mais également les fonds de placement et les banques qui se mettent à acheter donc cet art et finalement à le faire monter la cote d'une façon qui n'a pas de sens. Voilà, donc j'attends vos réactions.
a même eu une sorte de tentative de coup d'État il n'y a pas longtemps. Bon, on voit quand même la libération de propos absolument insupportables qui sont tenus partout, hein, à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Je veux dire, moi, je vois quand même une espèce de menace, en tout cas, voilà. Et puis, et je trouve que les artistes ne savent pas se réunir, justement. Ils sont très isolés et c'est dommage parce que, voilà, on aimerait qu'ils se fédèrent davantage. Alors, ça commence un petit peu à se faire, mais c'est peut-être encore beaucoup trop timide, vous voyez, pour réagir contre cela. Bon, on a quelques cinéastes audacieux, hein, voilà, mais ils sont tellement minoritaires par rapport à toute l'industrie cinématographique, voilà. Puis quand vous voyez que les salles de théâtre maintenant appartiennent à quelques milliardaires, hein, que les musées qui se développent, c'est des fondations privées, voilà, on n'est pas du tout dans la même logique, la même évolution, donc oui, je vois quelques ressemblances, mais bon, deux situations ne sont jamais identiques, comme vous en doutez. Enfin bon, on vit aussi des difficultés économiques, sociales, donc voilà. Donc ça, là, je trouve que ça fait réfléchir, et puis en plus, enfin, il y a des artistes que je trouve extraordinaires, franchement, et très mal connus. Alors, il commence à y avoir un peu des achats de fondations comme ça à Berlin ou dans d'autres villes, mais bon, voilà, c'est encore peu connu. Alors moi j'ai une petite question. En fait, les artistes de la réalité, de la nouvelle objectivité, c'est ça? Oui. Comment ils sont, quelle relation ils ont eu avec les artistes du Bauhaus? Alors, ils étaient parfois liés, oui, oui. En fait, oui, certaines femmes qui ont travaillé, qui ont étudié au Bauhaus ont fait partie de leur groupe. Et si vous voulez, c'est pas un courant qui est unique, qui est organisé. En plus, il passe d'une ville à une autre, hein, comme je vous disais, c'est vraiment l'Allemagne a ce pluralisme qui était extrêmement intéressant et qui a favorisé justement les expériences diverses, hein, voilà. Donc oui, ils ont, mais si vous voulez, ceux qui ont étudié au Bauhaus étaient encore très jeunes finalement, ils n'étaient pas déjà des gens qui produisaient et qui exposaient au début des années 20, bien entendu. Voilà, c'est... Mais plus ça allait, plus je me suis dit, mais vraiment, toutes ces trajectoires de vie brisées par l'exil, par le mépris, par voilà, la violence, la crainte et tout, ces œuvres détruites, il n'y a rien de pire pour un artiste quand même de voir ces œuvres confisquées, détruites et tout, c'est d'une violence... Pardon, j'ai du mal à vous entendre. C'est une époque horrible, cet entre-deux-guerres, Oui. c'était affreux, surtout encore plus en Allemagne, je pense. Oui, oui. Mais bon, voilà, il y avait eu bien sûr de la censure sous le Second Reich, hein, mais c'était une censure qui restait au stade moral, voilà. Ça n'était pas une destruction, ni une interdiction de travailler, ni une interdiction d'exposer, de vendre. Tout ça, c'était vraiment, je veux dire, condamné à la misère noire des gens, quoi. Donc, vous voyez, quand on est réduit à peindre des céramiques ou des cadrans d'horloge ou à coloriser des films, c'est quand même terrible pour des gens qui ont autant de talent. Parmi les peintres, parmi les représentants des artistes de la nouvelle objectivité, il y en a eu qui roulaient après avec le nazisme. Vous en avez présenté quelques-uns? Il y en a juste un, voilà, Karl Grossberg. Il y en a un autre que je ne vous ai pas présenté, qui est Radziwiłł. Et Radziwiłł, alors en fait, il y a eu beaucoup de polémiques récemment parce que oui, mais bon, c'est pas Radziwiłł, en fait, je veux dire, là vraiment, ça a été un peintre qui a, comment dire, il a travaillé pour la marine, vraiment sur les navires du temps du national-socialisme, et bon, voilà, enfin, il était inscrit au parti nazi, il n'a jamais été rayé de ça, il a eu des commandes officielles. Et en 1955, il a eu le toupet de demander à être reconnu comme un artiste persécuté. Et donc là,
ceux qui l'ont réellement été ont dit non mais c'est inadmissible quoi, voilà. Bon mais là il est médaillé, décoré, enfin c'est un personnage, voilà c'est... Et justement, celui qui organisait l'exposition sur les peintres, enfin sur les artistes qui étaient dégénérés, entre Oui. guillemets, faisait partie de ces artistes? Non, 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 c'était en fait un chef local à Mannheim, voilà. Mais après, évidemment, ça a été, si vous voulez, ça montre bien finalement la terreur qu'un régime peut avoir de la puissance de l'art, parce que faire tourner dans 12 villes une exposition comme ça, avec la volonté de briser toutes les réputations, et puis en plus c'était accompagné de journaux qui montraient le faciès, voilà, négroïde ou bien juif, prétendu des artistes, voilà, c'était terrible. Alors évidemment, on voit bien aussi qu'il y a, vous savez que Adolf Hitler a essayé 2 fois de rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, hein, il a été refusé. Bon, et il a vécu quand même pas mal d'années à reproduire des cartes postales pour en faire des aquarelles et aussi des lithographies d'ouvrages. Voilà, donc bah, c'est sûr qu'il y avait d'autant plus de frustration et voilà. Et alors, en plus, ce milieu de l'art, il faut dire que quand même un certain nombre de marchands d'art qui soutenaient ces courants d'avant-garde étaient juifs, donc d'autant plus de haine, bien sûr. Des critiques d'art l'étaient aussi, certains artistes. Donc voilà, c'était tellement, évidemment, le bon prétexte pour les critiquer, hein. Ça se rajoutait bien sûr à leur appartenance au parti de gauche, hein. C'est évident, hein, voilà. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, donc vous l'avez peut-être dit au début, je ne sais pas. Je vous en prie. Ces œuvres, quelle est la valeur de ces œuvres-là? Je veux dire, sont-elles concentrées dans les musées allemands ou chez les particuliers en Allemagne, ou sont-elles disséminées dans les musées du monde entier? Eh ben, ça commence à être un peu acheté partout. Bon, voilà, les musées allemands en ont quelques-unes de ces œuvres. Bon, beaucoup ont été détruites, hein, comme je vous disais. Et pour préparer cela, en fait, je me suis rendu compte que, vous savez, on n'a pas le droit de mettre en ligne les œuvres des artistes à moins de tant d'années, 60 ans, je crois, c'est à peu près ça. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai utilisé des sites commerciaux, vous voyez, ce qui n'est pas du tout mon habitude de travail, hein, voilà, parce que moi je travaille sur la Renaissance, donc il n'y a plus de problème de droit de ce type. Mais vous voyez, donc c'est pour ça que par exemple je ne saurais pas vous dire où sont conservées la plupart de ces œuvres, parce qu'on les voit apparaître sur ArtPrice, ArtNet, etc., des choses de ce genre. Bon, j'espère que beaucoup vont finir dans les musées allemands, je le souhaite de tout cœur, parce que ça serait vraiment important et mérité. Il y a vraiment une reconstruction à faire qui est essentiel à mon avis. Quelles ont été les influences de ces artistes sur le reste du monde? Parce que c'est vrai que ça a l'air très concentré sur l'Allemagne en fait. Non, en Russie aussi, c'est pas la nouvelle objectivité, mais c'est le constructivisme. Oui, mais ils avaient des contacts avec Tatlin, avec Lissitsky, ça c'est clair, oui. Mais bon, très vite ça s'est arrêté, hein, bien entendu, voilà. Donc les contacts ont été brefs. Et puis voilà, enfin, ce climat de guerre fait que, bon, par exemple, nous en France, dans l'entre-deux-guerres, il n'était pas question d'exposer des artistes allemands. L'inverse n'étant pas vrai, puisque en fait, les artistes français, Picasso, Braque, Matisse, étaient exposés très largement en Allemagne, mais la France était très chauvine et ne voulait pas exposer les artistes allemands de l'entre-deux-guerres. Hein. C'est très sot. Pardon, j'ai du mal. Du coup, ça fait pas très longtemps que... Oui, c'est pour ça, c'est quelque chose qui est vraiment... On voit les expositions se multiplier. Donc c'est vraiment intéressant, vous voyez. Puis il y a des travaux universitaires aussi qui apparaissent, par exemple sur Radziwiłł. Bon, c'est un article d'une chercheuse de la Sorbonne que j'ai lu qui montre un peu comment, voilà, cet artiste, pour se faire réhabiliter, il a effacé les croix gammées de ses tableaux, il a rajouté des ruines, et puis il a changé l'interprétation qu'il donnait de la guerre. C'est-à-dire, au lieu de la montrer de façon héroïque, il a rajouté des choses qui faisaient apparaître ça comme un cataclysme sans responsabilité humaine.
Alors qu'en fait, les responsabilités sociales, économiques et tout sont fondamentales, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est montrer ça comme une espèce de cataclysme qui vous tombe dessus, à laquelle on ne peut rien. Pardon? Comme un ouragan. Oui, comme un ouragan, voilà, mais c'est ou un séisme, on est bien placé en ce moment pour le voir. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été un peu malhonnête, et tout ça n'avait pas été vu parce que justement il avait un peu maquillé son autobiographie, maquillé ses tableaux, quoi. Voilà. Est-ce qu'au niveau d'autres arts, parce que là, effectivement, on est assez centré sur tout ce qui est tableau, au niveau de tout ce qui est musique, au niveau théâtre, au niveau écriture, au niveau danse même, il y a des choses qui sont apparues de cette académie qui permettaient à des artistes de se regrouper autour de ça Oui. et donc de Oui. montrer, parce que c'est effectivement, moi je connaissais plus l'art du générique avec les peintures et deux, trois noms d'artistes, pas du tout tous ceux que vous avez présentés, donc c'était très intéressant. Mais sur les autres formes d'art, j'avoue, je n'ai aucune connaissance. Bah, écoutez, là j'avais vraiment pas le temps de développer. Non, mais pour vous dire que je suis en peine de vous répondre, mais il y a eu vraiment des expériences dans le domaine du théâtre qui ont été extraordinaires. Enfin, la figure de Bertolt Brecht est extraordinaire. Dans la musique, Kurt Weill, c'est fantastique, voilà. Donc, Erwin Piscator, donc il y a des tas de choses. Alors, dans l'exposition, si vous voulez, justement, c'était un petit peu trop foire à tout. Bon, et donc, moi, j'ai passé 3 heures, mais même là, vous êtes étourdi et vous ne digérez pas tout ça. Il faut relire, revoir, rechercher après. Donc, bon, on se rend compte d'une effervescence culturelle extraordinaire. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'enseignement de l'architecture, repartir de tout ce qui était fonctionnel, etc. C'était formidable. Tout ce qui était le design aussi, qui a été... Bon, c'était pas le premier courant. Déjà, il y avait Arts and Crafts à Londres, quelques décennies avant. Il y avait les Wiener Werkstätte, les ateliers de Vienne, qui ont été aussi très fondateurs. Mais quand même, le Bauhaus est absolument fondamental, hein, dans l'histoire mondiale. Voilà. Non, ce n'est pas une particularité allemande, c'était une volonté à partir du moment où, si vous voulez, il y a eu ce mouvement d'industrialisation et de fabrication en série. On s'est demandé, est-ce qu'on peut produire des choses qui aient quand même un certain caractère esthétique? Et je dirais que, en fait, cette préoccupation, elle a commencé à se manifester avec les expositions universelles. Ça a commencé, vous voyez, autour de 1850 à Londres, où on a voulu donc donner aux produits industriels une certaine qualité. Donc, on a commencé justement à développer le recours à des designers et tout. Et donc, dans le sillage de la Grande-Bretagne, eh bien, ça s'est un peu développé ailleurs, dans les autres pays européens. Je me demandais ça parce que, en fait, je crois que c'est le même mot, Kunst. Je ne suis pas sûre qu'ils aient un mot spécifique pour l'artisanat. Je suis pas sûre. Ben, le mot Kunst, c'est le mot art, voilà, mais il y a... Je me demande si c'est pas la même chose pour l'artisanat. Non, c'est pas la même chose. Merci. Pardon? Donc c'est pas le même mot. C'est pas le même mot. C'est... Ça n'a pas du tout cette signification. C'est vraiment art pur. D'accord. Ouais. Je pensais qu'il y avait quand même une... Ok. Merci beaucoup. J'étais vraiment surpris des liens dès le début entre le Parti communiste allemand et ces artistes. Ouais. Et pendant la conférence, je me demandais si ce sont des liens qui sont parallèles avec ceux qu'il y a eu en Russie avec aussi le Parti communiste russe et le réalisme soviétique, ou si donc est-ce que ça évolue en parallèle, ou est-ce qu'il y a eu un peu des racines allemandes qui ensuite se sont encore plus formalisées pour presque devenir de la propagande dans le cadre du réalisme soviétique? Je suis embarrassée, j'ai pas eu le temps de comparer. Il y a eu une très belle exposition, très intelligente, au Grand Palais il y a quelques années, qui s'appelait Rouge, et qui était en fait les arts depuis la révolution de 1917 jusqu'au stalinisme. Et je trouvais que c'était très bien, parce qu'ils ont montré tout ce qui était justement
novateur, tout ce qui était voilà, constructiviste et tout. Et il n'y avait vraiment que la dernière salle où on tombait dans les horreurs kitsch que Staline vieillissant a apprécié. Mais on se rendait compte vraiment d'énormément de nouveautés, etc. Bon, mais il faudrait s'y replonger parce que justement par comparaison, là je ne serais pas capable de vous dire quelque chose de vraiment juste et précis aujourd'hui, peut-être une autre fois, si on se met à étudier ça. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est chez certains, oui, le dialogue avec la tradition de la Renaissance, les relations avec Dürer, avec Grunewald, c'est passionnant. Et puis aussi, il y a sûrement des choses aussi, ben j'adore la sculpture allemande de la Renaissance, ça a été le pays qui a développé la sculpture en bois la plus extraordinaire qui soit en 15e et 16e siècle. Et on voit bien que voilà, ça les imprègne. C'est une sculpture qui avait un caractère très populaire. Enfin, je dis populaire au sens où elle parlait vraiment à la population. Elle était dans les églises, elle était regardée tout le temps. En même temps, elle était d'un raffinement absolument extraordinaire. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un dialogue pour ces artistes-là. Pas d'autres curiosités? Bon, c'était mon parti pris, hein, comme vous l'avez compris, mais voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose qui soit vraiment tourné sur les œuvres en les coupant de leurs auteurs. Je trouve que c'était important de redonner voilà, la vie de ces gens, tout ce qui les a nourris, et on comprend mieux les choses comme ça. Oui, ça rendait vraiment la présentation beaucoup plus vivante, je trouve. Oui. Je trouve que ce qui était touchant, c'était tous ces gens qui travaillaient manuellement Oui. et qui ont produit des tableaux qui sont magnifiques. Oui, ouais, ouais. Moi, il y a eu vraiment des découvertes pour moi d'artistes. Alors, certains que je vous ai montrés ne sont pas dans l'exposition de Beaubourg, hein, voilà. Mais justement, de fil en aiguille, je me suis dit, non, mais quand même, ça, c'est des choses... Parce que, bon, vous savez, monter une exposition, ça tient aussi à la disponibilité d'une œuvre, bien entendu. Il y a des tas de... Bon, voilà, il faut pouvoir... Et quand une œuvre est dans une collection privée, mais qu'on n'a pas pu la repérer depuis la vente, voilà, donc on ne peut pas l'obtenir. Donc voilà, c'est une sorte d'exposition idéale d'une certaine façon, mais avec la démonstration que j'avais envie de vous faire. Bravo. Merci, j'étais ravie.